Bon, alors c'est à moi maintenant. Je vais faire un petit peu le résumé, parce que j'avais dit tout au départ que c'était plutôt une séance de travail. Alors, on a écouté beaucoup de discours, quelqu'un plus théorique, quelqu'un un peu plus concret, si vous, enfin plus proche de choses. Mais la question, c'est exactement pourquoi on est là, parce que c'est toujours une question qu'il faut se poser. Faire les choses pour faire les choses, ça sert à rien. Il faut faire les choses pour qu'il y ait des résultats. Alors, commençons. Déjà, on est là aujourd'hui, 17 juin. C'est une date que nous avions choisie. Bon, on a commencé à penser de faire ceci. On a choisi la date il y a 4 mois, je crois. On attendait la fin des élections européennes, présidentielles. Parce que jusqu'aux élections présidentielles, je savais bien qu'en France, comme dans quelques petits pays européens, était encore très forte une illusion réactionnaire. C'est pas réactionnaire, c'est pas un mot méchant si on parle de la culture. Parce que réactionnaire est quelqu'un qui n'est pas très optimiste. Donc, culturellement, il faut être réactionnaire. Mais en politique, c'est autre chose. En politique, la réaction, c'est ne pas faire de projet pour le futur. Et c'est toujours espérer qu'il y a je ne sais pas quoi qui fait changer les choses. Donc il y avait une grande ère sur laquelle il y a eu un grand débat hors l'Union européenne ou dedans l'Union européenne. Est-ce qu'on peut sortir de l'Union européenne ou est-ce qu'on ne peut pas sortir de l'Union européenne? J'étais sûr du résultat parce que c'était mal fondé. L'Union européenne, c'est ce que les marxistes appellent une enveloppe d'une structure qui est une structure de nos sociétés, qui est une structure du capitalisme, si vous voulez, qui est une structure fondée par les classes dirigeantes bourgeoises, et c'est simplement un endroit, un lieu, où les différentes composantes de nos pays se rencontrent et ils font bien ou mal les choses. Donc, alors l'Union européenne, on a bien vu qu'aujourd'hui, comme tout ce qui existe dans nos pays, c'est pas quelque chose de magnifique, au contraire. Mais sortir, ça veut rien dire. C'est comme je disais, c'est comme si vous disiez demain, je n'ai marre je ne sais pas, de Macron plutôt que de Valls, je vais sortir de la France. Bon, vous pouvez sortir de la France, mais ce n'est pas un résultat. Vous n'allez pas conquérir la France. Alors, la bataille entendue du style on change d'histoire, on revient en arrière, comme quand on dit je vais sortir de l'euro, on revient en arrière, je dis bon, volontiers, vous m'avez rendu mes 47 ans. C'était l'époque à laquelle on est rentré dans l'euro, si on revient en arrière. Donc on ne revient pas arrière, il faut changer les choses. Alors, il y a seulement une possibilité, moi j'ai toujours pensé à ça, je veux dire, dans la politique, on peut avoir une attitude de réactionnaire, une attitude de réformiste, une attitude, appelons-la révolutionnaire ou activiste, ou une attitude purement simplement de voyeur ou d'assistant, de quelqu'un qui regarde. Bon, quelqu'un qui regarde, qui va aujourd'hui dans une salle, demain dans une autre, qui essaie de voir si c'est mieux Macron plutôt que, je ne sais plus, plutôt que Fillon, plutôt que Marine. Ça, c'est une chose. Mais ce n'est pas du politique. La politique, c'est tout à fait simple. Il y a réaction, réformisme, révolution. Ce qui veut dire, dans concret, révolution ne signifie pas qu'il faut faire les barricades, faire la guerre civile, etc. Révolution, ça signifie révolutionner les choses. Donc, travailler vers un futur. Ce qui était, par exemple, le cas de Jean Thiriard. Réactionnaire, c'est quelqu'un qui dit toujours, hier c'était mieux. C'est possible, mais on est aujourd'hui. Donc, il faut que ça soit mieux demain. Et réformiste, c'est quelqu'un qui dit oui, bon, peut-être trouver une bonne solution, etc., etc. Ce qui est complètement absurde, parce que on peut être réformiste s'il y a un chef d'État.
Donc, je veux dire, la révolution du XXe siècle en Italie a été faite en grande partie par réformisme structurel, mais qui était fait par l'État. Ça n'a pas été fait par des gens. Moi, je ne peux pas faire des réformes. Je ne sais pas, la Merkel, Macron, etc., en théorie, pourraient faire des réformes, pas moi. La réaction signifie me mettre à côté, je commence à insulter et hurler ou à espérer que ça tombe. La révolution, je veux dire, j'essaye de mettre le main où je peux le mettre la main avec une méthodologie, essayer d'agir. Et donc, signifie aussi comprendre ce que les anciens disaient. C'est-à-dire, voilà, Constantin m'a parlé d'un poète grec que je ne connaissais pas, il vient de présenter une phrase magnifique qui revient. Bon, ça on va jouer les Greco-romains, mais les anciens Romains avaient 12 vertus fondamentales dans leur vie. Parmi ces 12 vertus, n'existait pas l'espoir. Parce que l'espoir, c'est pour les gens qui ne sont pas forts. Les gens qui sont forts n'ont pas besoin d'espérer. Ils agissent, c'est normal. Ils veulent être dans leur peau, bien faisant les choses. Donc voilà, on revient à la même chose. Il disait, je ne crois en rien. C'est plus ou moins la même chose. Je n'ai aucun espoir, mais je n'ai rien à foutre. Je ne dois pas avoir un espoir, pas être moi-même. Être heureux. En français, je ne sais pas de quoi ça vient. Mais en italien, vient de latin. Félix. Et Félix, c'était quelqu'un, grosso modo, qui était heureux parce qu'il était lui-même. C'est être exactement ce qu'il connaît. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que il faut toujours comprendre quelles sont les choses, comment elles bougent, et qu'est-ce qu'on peut faire réellement. Pas qu'est-ce qu'on peut espérer qui arrive demain. Espérer que demain, par exemple, il y a, je ne sais plus, un choc économico-social qui fait tomber Bruxelles plutôt que Paris, plutôt que... Bon, on peut l'espérer. Mais ça ne sert à rien. On peut ne pas l'espérer, parce qu'en plus, c'est controversé. Mais ça ne sert à rien de l'espérer ou ne pas l'espérer. Ce qui sert, c'est de dire, il y a cette tendance, il y a ce lieu de rencontre, essayons de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Bruxelles, par exemple. Bruxelles, bon, pour ceux qui sont allés à Bruxelles, qui sont rentrés dans le Parlement, savent que c'est une horreur. C'est tellement une horreur que même l'architecture est faite de façon telle qu'il n'y a aucun centre, aucune symétrie. De façon que n'importe qui soit là-dedans comme une fourmi. Mais ça, c'est ce qu'on voit. Ça, c'est l'esprit. Mais justement, il n'y a pas que ça. Il y a des possibilités énormes de faire énormément de choses. Avant qu'il y existe l'Union européenne, par exemple, les contacts politiques, culturels, je ne parle pas encore organisatifs, parce que là, nous sommes beaucoup par arrière, parmi les nationaux de différents pays, étaient rares. Il y a encore d'autres choses. Bruxelles offre, c'est pas Bruxelles offre, disons, la situation de Bruxelles offre de possibilités énormes dans le sens qu'il y a, c'est un endroit où on a des actions de contact avec des pays de toute la planète. Mario, c'est très bien parce qu'on a celui qui s'en occupe beaucoup et on a même fait quelque chose ensemble. On arrive à connaître des gens de pays africains, américains, etc., qui sont beaucoup plus décomplexés que les Européens par rapport aux idéologies et avec qui on peut lancer des histoires de chaque genre. Il y a encore autre chose. Il y a ce qu'on appelle les stakeholders. Les stakeholders, ce sont, en fait, il y a les représentants de différentes catégories sociales, économiques. Disons, c'est là, si vous voulez, c'est un petit peu le lobbying
en sauce européenne. Mais comment ça marche? Parce que là, on pense, ah oui, il y a le lobbying, donc il y a Rothschild, plus Rockefeller. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est-à-dire, ce sont des trucs dans lesquels il y a la possibilité de s'inscrire. Si on est inscrit, on y participe, chose que nous avons déjà commencé à faire. Et vous savez que cela signifie quand on participe, ça signifie que quand il y a à voir avec des gens de sa propre catégorie dans différents pays, on peut faire des travaux ensemble, on peut faire la même chose ensemble, on peut lancer une idée corporatiste. Et c'est tellement absurde la démocratie que si les traités transatlantiques avaient été approuvés, chose qui n'a pas été approuvée déjà par les Européens avant que Trump le dénonce, mais n'avait déjà pas été approuvé, mais s'il avait été approuvé, les stakeholders auraient eu plus de voix chapitre sur les traités que les députés. Il y a plein d'espaces à conquérir. Dans une logique que j'avais appelée à l'époque évolutionnisme. Pourquoi évolutionnisme? Parce que voilà, c'est l'idée fondamentale de la vision, qu'on peut dire, traditionnelle, ancienne, gréco-romain, détachée, existentielle, par laquelle le plus important, c'est ce qu'on est dedans, plutôt que les choses comme elles vont. Mais Lénine, c'est aussi, et c'est Tirard la même chose, c'est la méthodologie d'organisation. Et non seulement d'organisation, mais aussi la capacité, c'est parce que Lénine aurait pu dire aussi la phrase de notre camarade là, parce qu'ils sont capables de se faire des batailles en perte tout en obtenant des résultats. Alors le problème, c'est que nous avons face à nous, déjà, quand on dit face à nous, souvent, c'est de la... oui, pas de la mégalomanie, mais presque, c'est de surestime. Parce que pour avoir quelque chose face à nous, il faut qu'il y ait un nous. Et réellement, il n'y a pas tellement de nous. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui sont individuellement ou par petits groupes liés anthropologiquement à quelque chose, mais qui ne représentent pas grande chose dans le réel. Donc, face à ce nous qui n'existe pas, il y a d'autres sujets bien organisés, que ce soit trotskistes, communistes, sionistes, cléricaux, tout ce que vous voulez, peu importe, qui, eux, ils suivent des logiques de base. On ne change pas, parce que ce soit l'Église de la première époque, que ce soit les jésuites, que ce soit les bolcheviks, que ce soit les sionistes, que ce soit les francs-maçons, les techniques sont les mêmes, parce que la démocratie est la plus grande tromperie et connerie de l'histoire. Elle n'existe pas, ou bien elle n'existe pas dans le sens dans lequel on le connaît. Le consensus, c'est quelque chose de fondamental, mais ce sont les minorités organisées qui font l'histoire. Donc, face à des minorités organisées qui sont en train de faire l'histoire contre nous, enfin contre nous, contre nous en tant que peuple, contre nous en tant que tradition, contre nous en tant que sentiment, et donc contre nous parce que nous pensons d'y être dedans, mais nous n'y sommes pas non plus. Mais face à ces gens-là, qu'est-ce que nous allons présenter? L'espoir que dans les urnes, un jour, tout pète. Bon, ça n'a jamais arrivé, et quand ça arrive, ça n'arrive pas non plus. Parce que, comme il expliquait justement Konstantinos, vous avez vu le référendum grec, qu'est-ce que ça a donné? Mais c'est pareil le référendum danois. Mais c'est pareil en Italie. Il y a eu 2 référendums sur le financement de partis et sur le ministère de l'Agriculture. Le peuple a gagné, entre guillemets, et on dit, bon, qu'est-ce que vous voulez? Oui, ben, très bien, bonjour, merci. Et ça, mais c'est une histoire vieille comme le monde, parce qu'en 1871, je crois, ou 72, je crois que c'est encore 71, à la chute du Troisième Empire, vous avez eu ici
le candidat royaliste contre le candidat, bon, c'était pas ça, mais en fait, c'était pas ça officiellement, mais les candidats royalistes contre les candidats républicains pour l'Assemblée, les royalistes ont gagné à grande majorité, et ils ont proclamé la République. Alors, l'importance est toujours de faire des choses dans lesquelles on peut acquérir une mentalité, une force et aussi obtenir des résultats. Alors, ce que je disais, c'est que c'est la première fois qu'on fait un discours, que nous faisons un discours pareil, en présentant, si vous voulez, ce qu'on a été plus haut que le projet. Mais le projet, ce n'est pas, s'il ne part pas aujourd'hui. Le projet a commencé il y a 1 an et demi. Et à quoi ça donne le projet? Bon, non seulement le fait que vous avez vu que les gens sont venus ou sont restés en ligne de plusieurs pays, mais ça, tout le monde peut le faire. Mais le problème, c'est que ce projet se fonde sur plusieurs éléments. Un élément, je vous ai dit, on est en train de travailler sur les stakeholders. Un autre élément, c'est ce que Mario vient de dire, l'école politique, l'école de cadre à niveau européen. L'école de cadre à niveau européen n'est pas structurée. Mais ça n'empêche qu'actuellement, nous avons quand même créé plusieurs cours cadres déjà en 3 langues qui sont en partie qui se retrouvent en partie dans YouTube, à Internet, qui sont en anglais, en français, en espagnol. Et attention, quand je parle d'école cadre, je ne parle pas de l'école dans laquelle, comme vous avez vu la photo là, on voit Evola, on voit Romualdi, etc. Ça c'est relativement facile. C'est une école cadre qui arrive au concret. Donc, dont Evola ou Romualdi ou je ne sais plus, ou Mabir ou Vénère, etc. sont implicites. Mais où on parle de technique. Qu'est-ce que c'est la communication? Où se trompe-t-on d'habitude d'en communiquer? Quels sont les changements qui ont eu lieu dans le pouvoir et dans la sociologie du pouvoir? Quand on parle de pouvoir, quel pouvoir on peut acquérir? Quel pouvoir on peut créer? Quel pouvoir on peut refuser? Nous allons avant. L'idée, c'est d'aller dans ces projets, j'espère de le pouvoir vraiment lancer l'année prochaine, parce que, bon, ce genre de choses qui est en train de ces réseaux actifs, qui est actif en Italie, qui commence à être actif en France, en Espagne, au Portugal, qui a de très bons contacts en Grèce, qui a de très bons contacts assez bien placés quelque part dans le nord-est, a plein de contacts aussi au-delà de l'océan. Et quand je dis au-delà de l'océan, je ne parle pas de l'Asie, je parle de l'Amérique latine. Je parle en particulier du Chili, du Pérou, du Paraguay, de l'Argentine, où il y a plein aussi quand même de centres d'études, de revues, ce n'est pas seulement ça, parce que c'est des gens très concrets, donc c'est aussi de l'économie et tout ça. Donc, une idée que nous avons, c'est aussi le renouvellement, l'actualisation de la pensée et de l'action, et même de la langue. Je fais un exemple. Personne n'est au courant, j'imagine, parce que moi non plus je l'étais. En 1920, le Soviet suprême a organisé une commission sur la langue. La commission sur la langue était chargée de travailler pour faire changer le sens de mots clés. Ils ont réussi à faire changer le sens de 700 mots-clés du langage mondial. C'est pour ça que, par exemple, si vous dites un mot qui devient un gros mot, je fais l'exemple des exemples. Race. Si vous dites race, évidemment, vous êtes des méchants abrutis, et donc, à ce moment-là, si vous êtes des méchants abrutis, vous avez deux choix. Deux choix. Soit vous dites, je oui, soit vous dites, non, je ne sais pas. Et dans les deux cas, le problème était contourné. Il y a 700 problèmes qui sont contournés comme ça. Alors, on continue à jouer en essayant d'inventer la façon dans laquelle on se dédiabolise sans réussir, ou la façon dans laquelle on fait le diable sans comprendre que la seule grandeur du diable, quand il y a le diable, c'est que le diable rit.
avec nous. Donc, le diable peut seulement séduire. Mais si le diable commence à faire le con, c'est exactement l'autre qui a gagné. On continue comme ça à être prisonnier, on essaie de travailler sur le langage, on essaie de travailler sur les relations économiques, sur le lobbying. Nous sommes en train de travailler comme de fous sur des contacts en Afrique et en Amérique latine, non seulement pour obtenir ce qui est quand même un but, un résultat économique, mais pour obtenir des relations politiques importantes et des influences importantes. Et même, c'est une logique aussi de géopolitique, parce que l'horaire a peur de vide. S'il n'y a pas l'Euro-Afrique, il y a l'Afrique et l'Europe, ce qui est aujourd'hui. Quelqu'un doit coloniser. Il faut choisir qui et comment. C'est pour ça que, par exemple, nous avons trouvé plein de contacts africains qui sont pour l'organisation de la répatriation organique. Mais je ne parle pas de militants, de groupes militants, comme on peut les imaginer, très sympathiques ou pas. Je parle de gouvernements qui sont disposés à travailler là-dessus. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État pourquoi? Pour moi, il n'y a pas d'État pour 3 raisons. 3. Il y a une raison technique pour laquelle il n'y a pas d'État. Parce que l'État doit être souverain. Et c'est pas qu'il n'est pas souverain parce que c'est fait par des traîtres. Ça n'empêche qu'il le soit, mais ce n'est pas la question. Il n'est pas souverain parce que pour être souverain, il faut être capable de pouvoir imposer sa loi. Et pour imposer sa loi, il faut avoir les éléments techniques pour imposer sa loi. Aujourd'hui, un État ne peut pas imposer ses lois à un petit niveau pour une raison tout à fait simple, parce qu'il ne possède pas les satellites, enfin, il ne possède pas de force satellitaire. Quand on dit les satellites, quelqu'un pense, bon, là, il y a des petites balles qui sont dessus. Non. Les satellites, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est notre discours tout le temps, c'est l'absence de frontières, c'est le sens de ton, etc. Ici en France, la France s'est fait piquer un ensemble d'accords économiques avec les pays africains il y a 20 ans par les Américains à cause de connaissances satellitaires. Donc ils savaient exactement comment l'accord a été signé et minute avant, ils allaient proposer un centime en moins. Pour dire, donc, premier élément. Deuxième élément pour lequel il n'y a pas d'État, c'est parce que l'État est masculin. Et masculin. Alors, ce qui vient de l'après 68, c'est la castration. On a honte d'être mâle. On a tellement honte d'être mâle qu'on a perdu la rousse. Il n'y a plus d'érotisme, qui n'a rien à voir avec le sexe. Enfin, il y a beaucoup à voir avec le sexe, mais qui n'a rien à voir avec la pornographie. Et qui n'a rien à voir non plus avec la morale. Mon chouchou, on peut. C'est pour ça. Tout est lié. Donc, les 2 raisons pour lesquelles on n'a pas d'État, c'est parce qu'il n'y a pas de puissance. La première, il n'y a pas de puissance technique. La deuxième, on n'a pas de puissance ici. Et le troisième élément pour lequel il n'y a pas d'État, c'est parce que pour avoir un État, il faut un peuple. Et pour avoir un peuple, il faut quelqu'un qui a la conscience d'être un peuple. Et pour avoir une conscience d'être un peuple, il faut être actif. Le peuple ne demande pas à l'État. Excusez-moi, j'ai un problème, est-ce que je dois... Le peuple s'organise. Chose qu'il ne fait pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Disait Plotin qu'il n'y a pas de Dieu qui prend les armes à la place de celui qui, plutôt que combattre, plaire au prix. Bon, dans ce cas-là, est la même chose. Que faisons-nous? On attend que Marine, ou s'il n'y a pas Marine, que Filippo, s'il n'y a pas Filippo, on attend que quelqu'un arrive à dire aux autres, s'il vous plaît, on change les choses. Alors, mettons qu'il arrive à le faire, pourquoi les autres le changeraient?
On vit dans une logique dans laquelle nous sommes tous plus ou moins convaincus, à tort ou raison, qu'il y a des pouvoirs très forts qui possèdent tout. Et puis on s'imagine qu'il suffit de mettre en question quelque chose pour qu'il laisse tout. Et la question, c'est que on ne peut pas se battre si on ne se bat pas. Et se battre, ça signifie quoi? Signifie faire les choses normalement, signifie s'organiser, signifie savoir qu'est-ce qu'on veut, signifie savoir s'équiper, signifie savoir créer des classes dirigeantes, se faire de l'économie, et surtout aller dans le sens de l'histoire en changeant le signe. Qu'est-ce que ça veut dire aller dans le sens de l'histoire en changeant le signe? Évidemment, dans la progression technologique qu'on a, le sens de l'histoire, c'est un sens de l'histoire dans lequel il y a un ajustement d'espace. Et aussi, ce qui est très important, c'est pourquoi je reviens au cours sur la sociologie du pouvoir. Parce qu'il y a deux écoles de pensée chez les académiciens sur le pouvoir aujourd'hui. Le pouvoir aujourd'hui est-il concentré ou diffusé? Voilà. Alors, le problème aujourd'hui est très concentré, mais il est aussi très diffusé. Parce qu'un pouvoir central qui vide le reste et qui fait imploser les corps intermédiaires, dans la situation technologique actuelle, fait aussi que tout retombe et qu'il y a des situations dans lesquelles on peut tout agréger. Je fais un exemple. Parmi les actions que nous sommes en train de faire vis-à-vis de l'Amérique latine ou des pays africains, chaque fois que nous présentons quelque chose, tout le monde, je parle des entrepreneurs, je parle aussi des institutions locales, etc., sont intéressés. Et puis quand je dis, mais comment ça se fait? Personne ne vous présente ça? La Chambre de commerce? Non. Non. Parce qu'elle est complètement détruite, elle aussi, dans cette implosion. Cette implosion permet d'avoir, dans les pouvoirs diffusés, de créer des pouvoirs. C'est la création de pouvoirs dans des réseaux, dans une logique qui tienne à la fois une idée du monde importante et des capacités techniques et concrètes de faire les choses, et un réseau réel dans lequel on sait exactement ce qui nous manque, dans lequel, si j'ai besoin d'une fusée, je sais à qui je parle au niveau d'État, j'imagine. Je sais à qui demander, et si j'ai besoin d'un scientifique, je sais à qui demander, j'ai besoin d'un prof de latin, je sais à qui demander, dans lequel la communication existe, chose qui n'existe pas dans ces milieux, parce que c'est un milieu, excusez-moi, de schizophrènes. Parce que si vous allez regarder le page de Facebook, la plupart des gens sur la page de Facebook sont à être mis soit dans un hôpital psychiatre, soit dans une prison, et après, face à ceci, ils cachent à tous les amis quel travail ils font. Donc, un péché, donc ça devient presque impossible, c'est un travail énorme de créer des réseaux, mais pas de créer des réseaux de ghettos. Parce que la question fondamentale, c'est de sortir de cette logique imbécile. Je ne veux pas créer un réseau de ghettos, je ne me sens pas quelqu'un qui participe à un tribut. Je me sens, je veux dire, mon ghetto, c'est mon peuple. Mon ghetto sont les gens normaux. Donc, il s'agit de créer, ce qui est tout à fait possible, des éléments élitaires, organiques, qui travaillent dans le concret. C'est-à-dire non seulement dans l'intellectuel, non seulement dans les politiques, qui ne veut pas dire, quand je dis politique, ne veut pas dire simplement les élections. Signifie, par exemple, comme était souvent le cas, trouver les contacts nationaux, internationaux importants pour les gens qui en ont besoin. Ce qui n'est pas si facile que ça, signifie créer des éléments de formation réels, signifie faire des écoles cadres, signifie créer des possibilités économiques
des lobbies, etc., etc., etc. Donc, nous avons commencé, c'est là, il y a 1 an et demi, vous avez grosso modo, je crois, un document qui explique à quel point nous sommes arrivés jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes en mesure de imaginer quelque chose. Parce que j'ai l'habitude d'imaginer les choses une fois qu'elles sont prêtes à être imaginées. Parce que d'abord, il faut bâtir les bases. Et quand les bases sont bâties et expérimentées, on peut se dire, maintenant, on va vraiment passer à un autre niveau. Je pense qu'on pourra passer à un autre niveau d'ici 1 an. Quand je dis d'ici 1 an, je veux dire pas que dans 1 an on recommence, que d'ici 1 an, je pense qu'on aura passé un niveau. Ce qui veut dire qu'on doit déjà travailler hier sur ce niveau-là. Voilà. Donc la question était aujourd'hui de ne présenter pas l'Europe dans le sens positif du terme en soi, parce que bon, déjà pour moi c'est fondamental, parce que toute logique anti-européenne, qui ne veut pas dire anti-Bruxelles, mais que ça ne veut rien dire, mais toute logique anti-européenne, pour moi, c'est une logique qui était contre moi il y a 80 ans et qui a toujours continué à être contre moi. Et moi, je ne change pas, je ne suis pas quelqu'un qui change de chemise. Donc, déjà, ça, mais ce n'était pas ça, c'était pas ça le but. Le but, ce n'était pas ça, ce n'est pas de dire, oui, de toute façon, nous autres, les Européennes, nous avons gagné contre les anti-européistes qui se sont trompés, je m'en fous. Ce que je voulais dire, je voulais essayer de commencer à démontrer, non seulement qu'une autre Europe est impérative, mais qu'une autre Europe existe. Pourquoi elle existe? Parce qu'il y a une différence fondamentale entre l'enveloppe et la structure, entre l'institution et l'action. Et l'action menée par des minorités change la donne. Mais il faut que les minorités soient mégalomanes, mais pas mythomanes. Et que surtout qu'elles ne soient pas pressées. C'est-à-dire, il faut faire les choses d'une chose n'est l'autre. Il faut avoir des objectifs, des résultats à atteindre qui se soient réalistes. Parce que si on demande, si on a toujours la presse, si on est toujours pressé, on demande, ouais, si c'est mon la carte, dans 5 minutes, on va changer l'Union européenne, le monde, la planète, il dit oui, empire. Parce qu'ils ont passé encore 5 minutes dans la situation actuelle. Il faut changer les choses. Comment on change les choses? Par une logique, une stratégie, une méthodologie, un réseau, etc. Donc, nous avons besoin, évidemment, de ressources. Bien sûr, quand je dis ressources, est-ce que vous me donnez de l'argent? Bien sûr, ça viendra de... je ne dirais pas non, mais je ne parle pas de ça. Enfin, je ne parle pas que de ça, je parle de ressources humaines. Parce que vous n'avez pas d'idée de potentiel qui s'est déclenché quand nous avons commencé cette étude et des possibilités que nous avons à gérer et sur lesquelles nous ne sommes pas en mesure de le gérer entièrement parce que nous n'avons pas suffisamment de cadre. Et quand je dis cadre, ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on entend d'habitude avec les tribus du café, du bar, où le cadre, c'est lui qui tape plus fort ou simplement qui est capable de faire tenir un discours et son lieutenant le plus fidèle est celui qui est capable de lui amener 10 personnes. Ça, c'est pas des cadres. Ça, c'est bien gentil. J'aime bien. Ça fait partie de notre anthropologie. Je n'ai rien contre l'animalisme, mais c'est de l'animalisme. Je parle de cadres, je parle de personnes qui seraient à mesure à la fois d'être officier ou cadre d'une entreprise. Les choses vont ensemble. C'est la même logique. Parce que ce soit un comité d'entreprise, que ce soit un état-major, que ce soit un parti révolutionnaire, la logique est la même. Et ce n'est pas par hasard que les années 80, une grande partie de multinationales faisait lire au cadre à la fois Lao Tse et le Bushido. Donc, je veux dire, on peut changer ce qu'on veut, mais on ne sort jamais des fondamentaux. Les fondamentaux sont ceux-ci. Il faut une vision du monde, sinon, on ne sait pas pourquoi ça botte, on ne sait pas.
il faut un état d'âme, justement, qui ne subit pas l'enthousiasme et la défaite, parce qu'il faut que ce soit un état d'âme assez détaché, assez libre, comme disait avant Constantinos. Il faut des méthodes et il faut surtout des bilans. Il faut faire des bilans. Parce que là, nous sommes pleins de chefs qui sont toujours les chefs de même personne et qui passent tout le temps à dire la même chose. C'est magnifique, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça a à voir avec non seulement la politique, mais avec le réel? Rien. Donc il faut des bilans, il faut se mettre toujours en discussion. Il faut augmenter les occasions de rencontres. Nous avons fait l'occasion de rencontres. Là, nous avons fait, Bernard était là, nous faisons des rencontres qui sont pas comment dirais-je, très habituelles. C'est-à-dire, on fait la formation comment? On a fait la Nasconnais à cheval. C'est-à-dire, après, quand tu vas à cheval, tu n'as pas trop besoin de lire de textes et philosophie, tu l'as fait déjà. On a fait pareil, là nous irons en Transylvanie début septembre au château de Dracula et à la frontière de l'Empire. On espère d'aller faire quelque chose à Sparte bientôt. Donc, disons, nous voulons créer à la fois, nous avons commencé à créer à la fois une espèce de fraternité sélective. Mais quand je dis sélective, c'est sélective sur l'esprit européen. On commence à créer des réseaux politiques, des réseaux intellectuels, des réseaux économiques, et même, puisque chaque chose a sa façade, nous avons des façades qui sont des façades qu'on peut dire, on peut l'appeler économiques ou commerciales, nous avons des façades qui sont plus d'amitié que celles de l'Ansquené, nous avons des façades qui sont de centre-études, entre autres Europe, qui n'est pas un centre-étude, qui est né il y a un an, mais qui est quand même le fruit de plusieurs centre-études. Par exemple, Polaris, qui est né en Italie, qui a fait beaucoup de choses, mais il y a d'autres, il y a des centres-études espagnols, des centres-études argentines, etc. Et que, par exemple, aujourd'hui, une rédaction en 18 langues, peut-être en 19, parce qu'il y a une autre langue qui va s'ajouter bientôt. Donc, nous sommes en train de grandir petit à petit dans cette logique, que je rappelle, cette logique évolutionniste, c'est-à-dire créer disons, une école de cadre, une élite, qui est consciente d'elle-même et qui fait des choses concrètes et pour tous. C'est pas dans la logique, bon, j'ai gagné, donc Marine plutôt que, je ne sais plus, plutôt que quelqu'un d'autre. Non, au contraire, c'est une logique de synergie. Et c'est aussi une logique de synergie qui doit être objective, parce que le fait d'être d'accord avec quelqu'un ne signifie rien. Il faut être dans la même lignée. Peut-être pensons d'autres choses différentes, et c'est l'objectivité qui fait. C'est comment tu bouges les choses et comment tu vois les choses. C'est quand on reprend cette logique de gauche, si vous l'appelez, qu'on a perdu. Parce que je conclurai là, il ne faut pas oublier la chose fondamentale. Toute réaction a perdu dans l'histoire. La rare fois qu'elle a gagné, il n'a fait qu'accélérer les progrès. Par contre, l'esprit réactionnaire et la culture réactionnaire, qui sont beaucoup plus intelligentes que les autres, ont gagné dans l'histoire dans le XXe siècle, par les révolutions nationales, qui ont été toutes faites par des gens qui avaient eu une culture politique à gauche. Et donc qui avaient compris cette différence qu'à droite, on n'a pas, qui est la volonté des puissances et la méthodologie. Si la volonté des puissances et la méthodologie se marient avec une vision du monde, appelons-la pourquoi pas aristocrate, tout en étant populaire, c'est là qu'on commence à jouer. Autrement, on passe notre temps, chaque année, chaque jour qui passe,
à dire « Ah, ça ne peut pas aller comme ça, ça ne peut pas aller comme ça ». En fait, ça ne peut pas aller comme ça va toujours différemment, peut-être pire. La question qui doit toujours se poser, et moi, qu'est-ce que je fais pour que ces choses n'aillent pas comme ça et pour que les choses changent? Et il faut surtout, une fois que se pose la question, être pas trop indulgent vis-à-vis de soi-même. Et si on arrive à dire oui, quand même, j'ai fait assez, il faut toujours se dire oui, mais peut-être pas vraiment assez. Voilà. Donc, j'ajoute que ça doit être peut-être le début d'un ensemble de discours de ce genre, avec des bilans qu'on va raconter 2-3 fois peut-être par an en France. Donc, ce n'est que le début. C'est de quelque chose c'est le début d'un deuxième cycle. Donc, voilà. Ceci dit, bon, nous avons combien de temps pour... Anthony? Normalement, il faut rendre la salle à 18 h, mais je pense qu'on peut dépasser 30 minutes. Parce que ce que je vous propose, là c'est 6h moins 10, si on a encore un quart d'heure, 20 minutes, s'il y a des questions rapides en salle, on peut faire un petit débat, mais il faut que ce soit rapide. Oui, moi je voudrais dire 2 mots parce que je suis l'un des rares peut-être ici qui connaît l'Union européenne, la Commission européenne de l'intérieur. Ça fait 20 ans que je fréquente les bureaux de la rue de la Loi et de la rue Joseph II et je partage le même idéal que vous et je suis quand même encore vivant, y compris professionnellement. Ici, nous partageons l'idéal d'une union, enfin d'une Europe comme destin, celle de Ernst Jünger, de Drieu et de Dominique Vénère. Et nous pensons que l'Europe c'est le destin et que les nations nous ont déçus, que l'Union européenne nous a déçus, mais nous déçoit au total pas plus, même plutôt moins que les nations elles-mêmes. Ayant vécu, vivant encore l'Union européenne, la Commission européenne de l'intérieur, je peux vous dire que personnellement, j'y ai trouvé beaucoup plus de motifs d'espoir que dans mon propre pays, la France. Je n'ai pas le temps de développer, mais il y a des tas de choses, il y a des tas de politiques européennes, il y a des tas de gens que j'ai rencontrés dans l'Union européenne, dans la Commission européenne, qui me donnent de l'espoir, beaucoup plus qu'en France, qui à mon avis est un pays foutu. Si un jour j'ai l'occasion de développer ça, j'aimerais bien le développer pour vous. Donc je crois que notre objectif à tous, c'est pas de détruire l'Union européenne, de revenir en arrière, selon tout le monde est bien d'accord ici, et c'est de prendre à long terme le pouvoir dans l'Union européenne comme elle est, à Bruxelles. Bien. J'avais écrit un petit texte très court sur l'Europe qui va, à mon avis, dans le sens complètement de ce qu'a expliqué Gabriele. Et malheureusement, j'ai écrit ça à 2 h du matin hier soir. Donc ça s'appelle l'europanité. L'europanité est une réalité. Des fjords d'Islande aux steppes de Russie, du désert de la Sierra Madre aux îles de la mer Égée, une seule civilisation est. Elle a pour nom Europe, même si certains, à tort, voudraient l'appeler Occident. Et cette Europe divisée pendant des siècles, n'aspirant pourtant qu'à l'unité face à des périls qui s'annoncent, est désormais menacée comme jamais elle ne l'a été dans son histoire, et ce par le mortifère péril migratoire. Son unité politique est un rêve du temps de Mazzini et de Victor Hugo. Elle est devenue une nécessité vitale. La réponse populiste classique se refuse à franchir ce Rubicon européen. Elle n'ambitionne que de médiocres succès à des élections nationales verrouillées. C'est parce que nous voulons qu'au bord de l'abîme, l'esprit européen renaisse, que nous sommes là pour incarner par nos mots et par nos actes la voix de l'Europe. Car plus que jamais, c'est dans l'unité retrouvée, dans ce rajeunissement par la plongée dans notre plus longue mémoire, par le retour à l'unité originelle de la vieille tribu des Indo-Européens, que se trouvent les clés de notre future victoire. Face au péril migratoire, c'est la résistance.
Face à la décadence, c'est la renaissance. Et face à cette extinction qui nous est programmée, c'est la révolution. Unis, Européens, nous sommes invincibles. Unis, demain, Européens, nous serons invaincus. Je vous remercie.